Bon, ben, bienvenue à cette dernière séance de 2 cours sur le modèle de Hubbard. Alors, ça fait plaisir de voir un petit peu plus de monde dans la salle. Voilà, donc aujourd'hui, on a 2 séances qui sont assez denses, je dois l'avouer. Dans la première, je vais vous parler de modèle de Hubbard plutôt dans le régime de couplage faible. Donc, on va se placer dans un régime qui va être d'abord le demi-remplissage, mais aussi le KDOP, mais plutôt dans un régime de couplage faible. Et je vais présenter des résultats ou des méthodes qui sont à la fois des méthodes analytiques, qui se basent sur l'importance des fluctuations de spin, et puis des méthodes numériques, pour finalement comprendre essentiellement l'ensemble de la physique de ce qu'on appelle le pseudo-gap, dans ce régime de couplage plutôt faible. On verra vers la fin de ce premier cours que ce régime s'applique assez bien aux cuprates supraconducteurs dopés en électrons. Et c'est un exemple que je donnerai à la fin de cette première séance. Puis ensuite, on fera une petite pause. On verra de quelle durée selon le rythme auquel j'avance. Et il y aura un deuxième cours dans lequel je veux vous parler de couplage fort, qui s'applique plutôt, si on pense aux cuprates dopés en trou, et où je vous présenterai ce qu'on comprend aujourd'hui, ou au moins certains aspects, parce que ça serait trop long autrement, de ce qu'on comprend aujourd'hui sur la physique du pseudo-gap dans le régime de couplage fort, donc avec plutôt des applications aux cuprates dopés en trou, sachant qu'il s'agit toujours aujourd'hui d'un domaine de recherche actif, en particulier au point de vue des méthodes développées pour comprendre ce fameux modèle de Hubbard, mais également, bien sûr, du point de vue expérimental. Alors, avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'on aura 2 séminaires qui vont être très complémentaires de l'ensemble de ce cycle de cours, qui auront lieu jeudi, donc à une heure inhabituelle, de 15h à 17h30, 17h45, selon la durée de la discussion. Pourquoi 15h? Parce que les 2 orateurs sont aux États-Unis, donc il sera 9h pour eux. Donc le premier séminaire sera donné par Miles Studenmayer, qui est au CCQ, au Flatiron Institute, et qui va donner une introduction assez générale aux méthodes dites de réseau de tenseurs, avec des applications par exemple au groupe de normalisation de la matrice densité, DMRG, mais dans une perspective produit de matrice réseau de tenseurs, une perspective moderne sur le sujet. Miles est un des meilleurs experts de ce sujet dans le monde et le développeur également d'une bibliothèque de code qui s'appelle iTensor. Merci. Et puis, dans la foulée de ce séminaire, après les questions, on aura un second séminaire par Alex Vitek, qui a fini un séjour postdoctoral au CCQ, qui va nous parler de très jolis résultats obtenus par une méthode qui est vraiment de développement très récent, qui mélange en fait les techniques de Monte-Carlo, on peut dire, ou les techniques d'échantillonnage aléatoire et les méthodes de réseau de tenseurs pour pousser ces méthodes dans le régime de température finie. Et vous verrez que les résultats obtenus établissent une image assez cohérente avec le reste du cours, et en particulier les conclusions qu'on va obtenir aujourd'hui. Voilà, donc je vous encourage à assister à ces 2 séminaires. Ils sont tous les 2 sur Zoom. Essayez de vous connecter un tout petit peu avant 15h, parce que sinon il y aura beaucoup de gens qui vont se connecter au début du séminaire. Ce sera un peu compliqué. Et j'imagine que vous êtes tous et toutes sur la liste de diffusion, donc vous devriez normalement avoir reçu le lien Zoom. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi un mail et je vous mets sur la liste de diffusion, je vous adresse le lien. Bien, alors l'essentiel du cours de ce premier cours d'aujourd'hui va se focaliser sur le modèle de Hubbard bidimensionnel. Alors j'ai mis ici demi-rempli, en fait on va parler un petit peu du KDOP vers la fin, mais bon, c'est vrai que je vais beaucoup parler du cas demi-rempli, et exclusivement à 2 dimensions. Et la chose sur laquelle je voudrais insister, et qui va en fait contrôler, si vous voulez, toute la physique du problème, c'est que 2 dimensions, c'est le règne des fluctuations. Alors pourquoi c'est le cas? Eh bien parce qu'on sait qu'on ne peut pas briser une symétrie continue comme le SU2 de spin à température finie en 2 dimensions.
en raison des modes de Goldstone qu'on développe quand on brise une symétrie continue, qui détruisent l'ordre en fait, à longue portée, à deux dimensions. Alors ça peut se formaliser dans quelque chose qu'on appelle le théorème de Mermin-Wagner, qui nous dit qu'on ne peut pas briser une symétrie continue quand le système a une dimensionnalité effective, disons, plus petite ou égale à 2. Alors pour un système quantique, si on est à température nulle et en deux dimensions, en réalité, on a de manière effective plus de deux dimensions parce qu'il y a la direction temporelle. Et donc là, on peut briser une symétrie continue. Donc ça veut dire qu'à deux dimensions, l'état fondamental à température nulle du modèle de Hubbard, par exemple, ou du modèle de Heisenberg, a de l'ordre antiferromagnétique à longue portée, hein, avec la brisure de symétrie de spin, mais à température finie, ce n'est pas le cas. Donc on a un très grand régime qui est dominé par les fluctuations. Et dans tout le premier cours de cette séance, on va voir ce qui se passe quand ces fluctuations de grande longueur d'onde, donc avec une grande longueur de corrélation, couplent au mode électronique. C'est ça le thème général, disons, de cette séance. Alors, on va partir, pour que vous compreniez de quoi on parle, on va partir un petit peu d'une image de champ moyen, du type de celle qu'on avait développée dans les cours précédents. Et en fait, ce que je vous montre ici, c'est une image de champ moyen un petit peu plus sophistiquée que juste le champ moyen banal à la Hartree-Fock que j'ai développé peut-être un peu trop longuement dans les cours précédents. C'est en fait ce qui se passe si vous traitez le modèle de Hubbard bidimensionnel par la théorie de champ moyen dynamique. Alors en fait, dans la deuxième partie du cours d'aujourd'hui, je ferai quelques rappels sur ce que c'est que la théorie de champ moyen dynamique. La deuxième partie du cours, donc la deuxième séance, en fait, la moitié de la séance sera consacrée à une sorte de survol, de revue générale des méthodes numériques disponibles pour traiter le modèle d'Hubbard en couplage fort. Et je vous parlerai un petit peu rapidement des idées de la théorie de champ moyen dynamique, sinon vous pouvez vous reporter au cours d'il y a 2 ans. Donc quand on applique la théorie du champ moyen dynamique dans sa version la plus simple, c'est-à-dire avec un seul site effectif, couplé à un bas, au modèle de Hubbard bidimensionnel, ce qu'on trouve, c'est la chose suivante. Ça, c'est la température, ça, c'est U. C'est un diagramme de phase au demi-remplissage dans le cas bidimensionnel. Donc, vous voyez ce qu'on trouve. C'est une phase antiferromagnétique dont on a longuement parlé dans les cours précédents. Si je traitais cette phase antiferromagnétique en champ moyen de Hartree, on trouverait une ligne de transition qui serait assez folle, qui monterait comme ça vers le haut et qui irait jusqu'au plafond, d'accord, puisqu'on a vu que dans le champ moyen de Hartree, la température de Néel est d'ordre U, elle se confond artificiellement avec le gap de charge à grand U. Théorie de champ moyen dynamique, on fait quand même beaucoup mieux parce que les fluctuations locales sont incluses. Donc la température de Néel croît, elle a un maximum, et puis elle décroît pour atteindre le régime en 1 sur U du modèle de Heisenberg. Mais dans cette image de champ moyen dynamique, évidemment, on ne respecte pas le théorème de Mermin-Wagner, c'est une théorie qui gèle les fluctuations spatiales. Donc on aurait une transition de phase abrupte, ici, enfin de second ordre, une vraie transition de phase à température finie. C'est une image de champ moyen. Alors comment est-ce qu'il faut interpréter ce résultat? Il faut interpréter ce résultat comme la ligne bleue ici signalant l'apparition de corrélations magnétiques de longue portée. C'est une température caractéristique de champ moyen, si vous voulez, où en champ moyen le système s'ordonnerait, mais en réalité ne s'ordonne pas à cause des fluctuations et du théorème de Mermin-Wagner. Mais dans toute cette zone bleue, on peut s'attendre à ce qu'on ait des fluctuations magnétiques, des corrélations magnétiques avec une très grande longueur de corrélation. Et dans la première partie du cours d'aujourd'hui, on va voir comment cette longueur de corrélation varie avec la température. On verra qu'elle diverge exponentiellement quand on atteint le régime de basse température. Et effectivement, vous verrez dans les résultats numériques que cette ligne bleue est un bon indicateur du moment où les corrélations magnétiques commencent à devenir significatives. Et puis ici, il y a une autre ligne qui est une ligne de crossover, celle-là, pas une ligne de transition de phase, qui sépare, disons, un régime incohérent à haute température d'un régime où on commence à former des bonnes quasi-particules à température plus basse. Donc, on peut considérer cette ligne rouge comme une sorte de température caractéristique de cohérence des quasi-particules. Alors, en réalité, on va voir que
en 2 dimensions, la situation est un petit peu plus compliquée parce qu'il y a une singularité de Van Hove près des régions antinodales, et donc cette ligne rouge n'est pas exactement à la même position pour les régions nodales et antinodales de la surface de Fermi, même en couplage faible. Mais enfin, vous verrez aussi dans les résultats numériques que je vais présenter que cette ligne rouge obtenue en champ moyen dynamique est un bon indicateur d'une échelle caractéristique de formation, disons, d'un gaz de Fermi dégénéré de quasi-particules dans cette région bleu pâle ici. Voilà, donc vous voyez déjà ici que même dans cette approche, on a déjà un diagramme assez complexe qui révèle au moins 3 régions, et on va raffiner tout de suite dans le slide suivant. Une région, disons, où on a un régime incohérent, une région ici où on commence à former un métal, et puis ici en dessous de la ligne bleue, un régime où on a de fortes corrélations antiferromagnétiques et où on développe graduellement un gap isolant. Voilà, donc ça, c'est les crossovers, disons, vus d'une manière pas encore très précise, mais disons assez qualitative. Alors, en réalité, si on raffine ça et qu'on fait vraiment le cas bidimensionnel, comme vous allez le voir dans la suite, ce qu'on va trouver, alors là, je vais considérer, pour fixer les idées, le cas demi-rempli avec T' égale 0, donc c'est un cas un peu particulier où la surface de Fermi est parfaitement emboîtée. En fait, elle a des vecteurs de nesting. On a vu la notion de nesting au cours précédent ou celui d'avant. Donc le vecteur pp est un vecteur de nesting parfait pour tous les points de la surface de Fermi, mais il y a aussi des vecteurs de nesting qui sont tangentiels à la surface de Fermi ici. Donc c'est un cas très 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 emboîté. En réalité, ça a pour conséquence que ce régime métallique n'est jamais vraiment un liquide de Fermi, dans ce cas parfaitement emboîté, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'objectif du cours d'aujourd'hui. Toujours est-il qu'à 2 dimensions, donc à cause des fluctuations, ce qu'on trouve, c'est que le diagramme que je viens de présenter, température versus U, est remplacé par quelque chose, alors là c'est indiqué de manière schématique cette fois, qui est quand même très similaire. On a un régime incohérent, un régime métallique, et puis un régime pseudo-gapé, et puis bien isolant avec un pseudo-gap, et puis ici un régime, l'état fondamental ordonné magnétiquement à température nulle. Et puis en fait, ce qu'on voit, c'est que les deux lignes la ligne de crossover entre le régime incohérent et le régime métallique se dédouble en 2 lignes assez proches l'une de l'autre, mais dont l'une est quand même significativement en dessous de l'autre, qui sont le moment où on forme des quasi-particules cohérentes au nœud, donc ça c'est la ligne du haut, ça arrive à une température plus haute, vous voyez ici c'est marqué quasi-particle coherence scale nodal, et puis une température de cohérence un petit peu plus basse, où on forme les quasi-particules cohérentes aux antinœuds. Et puis de même ici, la ligne de crossover entre le régime métallique et le régime où on commence à ouvrir le pseudo-gap et où le système devient essentiellement isolant, elle est légèrement différente pour les antinœuds, et les nœuds, les quasi-particules aux antinœuds sont détruites à une température légèrement supérieure aux quasi-particules aux nœuds. Bon, vous avez déjà vu un petit peu ça dans le séminaire de Fedor-Simkovitch, et je vais y revenir en plus grand détail ici. Dans le séminaire de Fedor, ce qu'on avait vu, c'est que si on fait des calculs numériques, ici vous avez des calculs qui représentent la partie imaginaire de la self-énergie pour un moment donné dans la zone de Brillouin et en fonction de la fréquence de Matsubara, les calculs Monte-Carlo, en fait, chacun de ces 5 régimes correspond à une forme bien caractéristique de cette self-énergie. Alors, pour ceux qui aiment regarder les self-énergies, un petit peu technique peut-être, mais je vais quand même vous expliquer ce qu'on voit ici. Dans ce régime 1, le régime incohérent, vous voyez, ce qu'on trouve, c'est qu'à basse fréquence, on a une self-énergie essentiellement divergente. Donc ça va tuer complètement tout poids spectral à basse fréquence. Donc on est dans ce régime très incohérent. Dans ce régime 2, vous voyez que ce qu'on trouve, c'est que les quasi-particules nodales commencent à avoir un comportement métallique. On commence à trouver ici un régime linéaire, mais les quasi-particules antinodales continueraient à être comme ça. Dans ce régime 3, qui est représenté ici, eh bien, à la fois les quasi-particules nodales et antinodales, qui sont ces 2 lignes, sont linéaires en oméga plus ou moins, donc quelque chose de métallique.
Et puis quand on commence à arriver dans ce régime 5, l'ouverture du pseudogap se caractérise par de nouveau un comportement essentiellement divergent de la self-énergie à basse température. Dans ce cas demi-rempli au moins, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous voyez que dans le cadre d'un calcul numérique de type Monte-Carlo, eh bien, on peut diagnostiquer ces différents crossovers. Bon, alors je vous rappelle là sur ce transparent les différentes références qui sont pertinentes en relation avec ce diagramme de crossover. Il y a ces articles qu'a mentionné Fedor Simkovitch dans son séminaire. Et puis, il y a le séminaire de Thomas Schaeffer de la semaine dernière, et en particulier cet article dans lequel on a comparé un très grand nombre de méthodes numériques entre elles pour comprendre ce problème, et également comparer ces méthodes numériques au type de raisonnement analytique que je vais présenter aujourd'hui. Donc c'est un peu ça que je vais présenter en détail, pas mal inspiré par cet article qui a été coordonné par Thomas Schaeffer, qui est paru tout récemment. En fait, ce qu'on voulait faire dans cet article, c'était prendre un cas qui est supposé être un cas simple, c'est-à-dire le cas demi-rempli, bidimensionnel, T' égale 0, dans un régime de couplage faible. Donc, en fait, tout ça est quand même censé être un cas relativement simple. Et puis, donner une sorte de validation, enfin de test, mettre en test essentiellement toutes les méthodes numériques accessibles actuellement pour comprendre ce problème. Et également connecter ces résultats numériques aux approches analytiques, essentiellement dans ce régime, les théories de type fluctuation de spin. Alors, comme vous allez le voir, en fait, ce cas simple, il n'est pas si simple. On a déjà vu dans ce transparent qu'il y a une riche séquence de crossover dans ce régime, donc il faut arriver à tous les décrire. Et puis, il n'est pas si simple parce qu'en réalité, toutes les méthodes ne donnent pas des résultats aussi satisfaisants les unes que les autres, et en fait, aucune méthode ne permet actuellement de vraiment descendre à trop basse température ici dans le régime pseudogap, dans ces régimes de couplage faible. Alors on peut le faire si on augmente un petit peu U, parce que cette température augmente, mais pour le cas U sur T égale 2 qu'on avait considéré, c'est assez difficile, même pour les méthodes les meilleures, de descendre vraiment profondément dans ce régime. Voilà, donc ça, on a appelé cet article multi-method, multi-messenger. On a un peu plagié nos collègues astrophysiciens qui aiment bien utiliser cette terminologie depuis quelque temps, parce qu'effectivement, dans cet article, on met ensemble, on compare entre elles toute une série de méthodes numériques, et puis également, on regarde le système avec toute une série de fonctions de corrélation différentes, donc les propriétés à une particule, les fonctions de corrélation à deux particules, les susceptibilités de spin, etc., d'où le terme. Voilà. Alors, donc ça, c'était un petit peu l'introduction générale. Maintenant, je voudrais plonger dans le cœur de ce qui fait l'essentiel de cette physique dans ce régime, c'est-à-dire la spécificité du cas bidimensionnel pour les corrélations magnétiques et l'importance des fluctuations. Alors, je voudrais en particulier vous présenter une manière de voir la physique des modes de Goldstone, disons, en deux dimensions, et pourquoi ça détruit l'ordre magnétique. Et la meilleure manière de faire ça, en fait, c'est de construire une théorie des champs effectifs qui décrit les fluctuations du paramètre d'ordre, les fluctuations orientationnelles du paramètre d'ordre à deux dimensions. Et on va voir tout de suite que c'est quelque chose qui utilise ce qu'on appelle le modèle sigma non linéaire. Il ne faut pas avoir peur de ce terme, en fait, c'est une théorie des champs assez simple. Et je vais vous présenter au début, maintenant, essentiellement, une solution de ce modèle sigma non linéaire dans une limite de grand N, où on peut le résoudre exactement, et vous verrez apparaître la physique du théorème de Mermin-Wagner très naturellement. Alors, ce type d'approche a été appliqué dans le cadre du modèle de Hubbard. Donc, on commence à regarder le couplage entre ces fluctuations orientationnelles et les électrons dans plusieurs articles, et en particulier un très bel article de Heinz Schulz et également un chapitre de livre. Vous voyez que le nom de Heinz est revenu à plusieurs reprises dans ce cours pour des travaux qu'il a faits au début des années 90. C'était vraiment un physicien tout à fait remarquable et je vous encourage à regarder ces articles.
et puis également, plus récemment, application du modèle sigma non linéaire au modèle de Hubbard, dans des articles de Nicolas Dupuis et Carole Borecha. J'en reparlerai un petit peu dans la suite du cours. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle sigma non linéaire? Donc, l'idée qui est derrière, c'est de ne retenir que les modes de grande longueur d'onde du paramètre d'ordre. Donc, si je suis dans un système antiferromagnétique, on l'a déjà vu abondamment dans les cours précédents, je vais avoir une aimantation alternée. Donc, en champ moyen, on écrirait quelque chose comme l'aimantation au site I égale moins 1 puissance I fois une aimantation staggered. D'accord? Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retenir cette idée, c'est-à-dire qu'il y a une aimantation alternée, donc ça c'est un mode de très courte longueur d'onde hein, qui alterne sur les deux sous-réseaux, correspondant à une modulation à pi. Et puis, je vais retenir l'idée que, en particulier, l'orientation locale de l'aimantation alternée peut avoir des variations de grande longueur d'onde. D'accord? Donc, on peut écrire ça, si vous voulez, dans une approche continue, où le paramètre d'ordre local en un point R quelconque, c'est moins 1 puissance R. Alors, moins 1 puissance R, ça veut dire, je regarde dans quelle cellule unité du réseau R se trouve, et si c'est le sous-réseau A, c'est moins 1, c'est plus 1, si c'est sous-réseau B, c'est moins 1. Une amplitude du paramètre d'ordre, donc qui est l'amplitude de l'aimantation alternée, qui ne va pas jouer le rôle dans la suite et qui est considérée, disons, comme fixée. Donc, si vous voulez, ça, c'est le moment où on développe une amplitude en champ moyen, disons, essentiellement. Et puis, des fluctuations orientationnelles, qui sont les modes de grande longueur d'onde que je vais retenir dans une description de théorie des champs continus. Et ce vecteur n est un vecteur unitaire de norme 1 à n carré égale 1, qui décrit les fluctuations orientationnelles de l'aimantation alternée. Alors, la théorie des champs, en retenant les termes les plus essentiels de ces fluctuations orientationnelles, c'est tout simplement ça. Ça a l'apparence d'une théorie libre, si vous voulez. Hein, vous voyez que c'est une action qui est quadratique en n, à part qu'il y a une contrainte, n carré égale 1. C'est ça qui rend ce modèle non linéaire, d'où le terme modèle sigma non linéaire. Cette terminologie un peu baroque vient de la physique des particules, où les champs étaient appelés sigma et pi pour des raisons liées, je crois, à la physique du pion, enfin peu importe. En tout cas, ça, c'est la théorie effective pour les fluctuations orientationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux termes? Alors, il y a deux constantes importantes ici qu'il faut brièvement commenter. Alors, vous voyez que, manifestement, ici, C a la dimension d'une vitesse, hein, puisque ici, c'est 1 sur une longueur au carré, 1 sur un temps au carré. C a la dimension d'une vitesse, et c'est tout simplement la vitesse des ondes de spin. Vous savez que dans un antiferromagnétique, la dispersion des ondes de spin, c'est oméga égale ck, où k est le moment. D'accord? Et vous voyez que si je regarde ici, en passant au Fourier, la dispersion, on trouve bien oméga égale ck. Donc tout simplement, ça me dit que les ondes de spin antiferromagnétiques ont une dispersion linéaire en k. Et c, c'est la vitesse des ondes de spin. Et puis il y a une constante en face, ici, globale, dans l'action, ρS0, qui est la rigidité de spin, qui a la dimension d'une énergie. Et cette constante ρS0, et elle me donne en fait la rigidité, le coût énergétique pour imposer une rotation angulaire du paramètre d'ordre au bord du système. Donc elle me donne la résistance, si vous voulez, à la torsion du paramètre d'ordre. On peut aussi montrer que ρS0 est lié à la susceptibilité transverse perpendiculaire à l'aimantation. Voilà, donc c'est ça les deux paramètres d'ordre qui contrôlent le modèle sigma. Et bien sûr, cette théorie n'a que faussement l'apparence d'une théorie libre, puisqu'il est soumis à la contrainte n carré égale 1. Donc c'est une théorie en interaction à cause de n carré égale 1. Très rapidement, dans les mois qui ont suivi la découverte des cuprates supraconducteurs,
la pertinence de ce modèle sigma non linéaire pour comprendre la physique de l'antiferromagnétique au demi-remplissage a été mis en lumière, en particulier dans un célèbre article, une série de célèbres articles de Chakravarty, Alperin et Nelson qui sont référencés ici, puis ensuite, en particulier, par tous les travaux de Subir Sajdev, cet article aussi qui est un bel article de Andrei Tchoubokov, Subir Sajdev et Jean Wouillet. Et puis, pour ceux qui s'intéressent à cette physique des points critiques quantiques et la description de la physique de ces points critiques par des théories des champs, je vous renvoie au livre de Subir Sajdev, qui est un classique, et en particulier le chapitre 11 de ce livre traite de ce modèle sigma non linéaire pour l'antiferromagnétisme. Alors, bon, ce modèle sigma non linéaire, évidemment, c'est un problème qui est compliqué à cause de la non-linéarité. Ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut traiter ce modèle sigma non linéaire de manière exacte quand on étend la symétrie, non plus à O3, qui serait le cas pertinent pour un spin SU2, disons, mais à ON, et puis on prend la limite de grand N. Alors ça, c'est une méthode classique en théorie des champs ou en physique statistique qui nous permet de résoudre ce type de modèle dans une certaine limite. Et essentiellement, à part un exposant état dont je ne vais pas trop parler aujourd'hui, elle nous permet de comprendre toute la physique du problème sur la base d'équations fermées qu'on peut écrire. Alors comment est-ce qu'on traite la physique du modèle sigma non linéaire dans la limite n grand? De manière tout à fait classique. On exponentie la contrainte, donc on a n carré égale 1, ça veut dire que dans l'action, on a intégrale des n exponentielle de moins l'action, et puis ici, il y aurait delta de n carré moins 1. Alors évidemment, ce delta de n carré moins 1, c'est quelque chose qui est vrai pour tous les points et tous les taux. C'est quelque chose de ce type. Donc je peux exponentier ce terme grâce à un champ supplémentaire qui va également dépendre de R et de taux. J'exponentie ce terme, donc je vais introduire un champ d lambda qui, si vous voulez, est un multiplicateur de Lagrange qui dépend aussi de R et de taux, exponentielle de I lambda, intégrale de lambda R taux, de n carré moins 1. Voilà. Là, c'est exact, je n'ai rien fait. Donc j'ai une nouvelle action qui est ceci. Et maintenant, le point important, c'est que, à la limite de n grand, je peux trouver une solution de ce problème par la méthode du point colle. Je vais trouver ici comme n à grand N composantes. Vous voyez que ceci est proportionnel à n, ceci est proportionnel à n avec les bons scaling. Et je peux trouver une solution où lambda est en gros racine de n fois quelque chose. Et donc, il existe une solution par la méthode du point colle pour n grand, dans lequel le champ lambda, en fait le champ I lambda, le col est sur l'axe imaginaire, le champ I lambda ne fluctue plus et est juste une constante. Donc je vais appeler cette constante au point colle C carré xi-2, pour des raisons que vous allez comprendre tout de suite. Et vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, la fonction de corrélation inverse nn, si je passe en Fourier, donc je vais appeler I lambda au point colle C carré xi-2. Et donc vous voyez qu'à ce moment-là, nn, c'est tout simplement l'inverse du noyau qui est dans l'action là. Donc c'est quelque chose qui est 1 sur nu m carré, qui est la fréquence associée au détaux, plus C2, Q2 plus xi-2. Qu'est-ce que c'est que nu m? C'est une fréquence de Matsubara bosonique, donc c'est 2m pi sur bêta. Bêta, c'est 1 sur kt. Toujours dans ce cours, et m, c'est un entier quelconque, positif ou négatif. Alors, vous prenez cette action, vous écrivez la condition n carré égale 1, en fait, essentiellement, et vous obtenez donc que alors, n carré égale 1, c'est à temps égaux et à points égaux. Donc, il faut faire la somme 1 sur bêta somme sur m pour qu'on soit à temps égaux, et puis l'intégrale des q pour qu'on soit à points égaux, de la fonction de corrélation, qui est ceci, doit être égale à 1.
Alors vous voyez que ce n'est pas tout à fait ça que j'ai écrit ici. J'ai ajouté ici la possibilité que le champ n ait un mode condensé à la fréquence 0. Donc il y ait un condensat de Bose du champ n. En effet, il est facile de voir qu'en général, à 3 dimensions par exemple à température finie ou à 2 dimensions à température nulle, eh bien, il va y avoir un régime où on ne peut plus satisfaire cette équation égale à 1, mais il va falloir rajouter ici un condensat dans le mode Q égale 0, et ce condensat, c'est évidemment signale l'apparition de l'ordre à longue portée. Donc ça, c'est l'équation écrite dans toute cette généralité, disons, en laissant la possibilité d'un mode condensé, et c'est essentiellement la contrainte 1 égale n0 plus n0 carré plus les autres modes qui sont égales à 1. Et vous voyez que ça me donne une équation autocohérente à la fois pour n0 et pour xi. Et bien entendu, la transformée de Fourier de cet objet ici, c'est quelque chose qui décroît exponentiellement comme exponentielle de moins r sur xi. Donc xi a comme interprétation physique la longueur de corrélation du système. C'est pour ça que je l'ai appelé xi. Vous voyez qu'il a bien la dimension xi a bien la dimension d'une longueur, puisque q a la dimension de l'inverse d'une longueur. Donc voilà l'équation qu'il nous faut résoudre. Et on peut rapidement regarder cette équation. Alors d'abord, on va se placer à température nulle. Alors à température nulle, cette somme sur les fréquences de Matsubara, 1 sur bêta somme sur m, devient tout simplement une intégrale. Elle devient intégrale des nu sur 2pi fois intégrale des q 1 sur nu2 plus c2q2. Et j'ai ici supposé que n0 est 0, donc je cherche une solution pour la phase sans ordre magnétique. Et vous voyez que cette équation, elle me dit en réalité qu'il y a une valeur critique de G. Évidemment, il faut mettre un cutoff ultraviolet dans ces intégrales, qui est de l'ordre de 1 sur la maille du réseau. Et vous trouvez ici qu'il y a une valeur critique de la constante de couplage G. Alors j'ai oublié de vous dire, oui, la constante de couplage G ici, vous voyez, j'ai sorti C carré de cette intégrale, donc c'est C carré sur ρS0, où C est la vitesse des ondes de spin et ρS0 la rigidité de spin nue, enfin, qui est le paramètre qui intervient dans l'action au départ. Alors ça me dit qu'il existe une valeur critique de la constante de couplage, au-delà de laquelle eh bien, l'ordre magnétique va être détruit. Et effectivement, ici, voilà le diagramme, disons, à 2 dimensions. Pour G plus petit que G critique, je dois avoir N0 non nul dans la solution de cette équation. Donc j'ai un état fondamental ordonné. Et puis quand G est plus grand que G critique, les fluctuations détruisent l'ordre magnétique, les fluctuations quantiques, cette fois, détruisent l'ordre magnétique. Et on a un système qui n'est pas parfaitement caractérisé par cette théorie des champs, qui pourrait être beaucoup de choses, mais qu'on va appeler, disons, un paramagnétique quantique ou un liquide de spin. Donc ça serait un point critique de transition entre un état de fondamental de Néel ordonné à température nulle et puis un liquide de spin. Alors maintenant, si je regarde, donc dans cette phase ici, pour G plus petit que G critique, pour résoudre cette équation, il faut avoir un N0 non nul, et N0 va s'annuler continuellement à G critique. Alors en revanche, si je regarde cette équation à température finie, donc maintenant dans le cas où cette somme n'est plus une intégrale, mais vraiment une somme discrète, eh bien vous allez tout de suite voir qu'en fait on ne peut pas satisfaire à température finie cette équation avec N0 non nul. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, supposons que N0 soit non nul, eh bien vous voyez que ce qu'on obtiendrait ici, hein, de manière plus générale, ça c'est l'équation pour la température critique, si vous voulez. Une autre manière de dire les choses, je prends l'équation, je mets N0 égale 0, je mets Xi égale infini, et donc ça c'est les deux conditions pour être sur la ligne de transition de phase, d'accord ? Et puis je cherche la solution de cette équation, que vous pouvez voir comme une équation pour la ligne critique dans le plan GT. Et ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'à 2 dimensions, cette ligne critique est confinée à t égale 0. C'est une autre manière peut-être plus simple de le dire. Alors d'où est-ce que ça vient? Excusez-moi, voilà. D'où est-ce que ça vient? Eh bien, vous voyez que cette somme qui est ici,
elle contient en particulier un mode qui est le mode de Matsubara à m égale 0, donc la fréquence 0, pour lequel nu m est nul. D'accord? Alors, si vous êtes en plus que 2 dimensions, par exemple en 3 dimensions, vous voyez que l'intégrale qui est... Donc là, c'est dangereux, parce qu'il y a clairement un pôle à q égale 0. Hein, quand m est nul, il y a une divergence de l'intégrand. Alors, quand vous êtes à plus de 2 dimensions, cette divergence est intégrable. Et donc, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à satisfaire cette équation et vous trouvez une ligne critique dans le plan GT. Par contre, en 2 dimensions, vous voyez que cette divergence ici est logarithmiquement divergente, puisque d de q, c'est q dq sur q2, ça fait dq sur q. Et donc, vous avez une divergence infrarouge à petit q, et ça veut dire que vous ne pouvez pas satisfaire cette équation autrement que strictement à température nue. Parce qu'à ce moment-là, les 2 termes, ça c'est 0, ça c'est l'infini, et donc il faut regarder cette équation d'un petit peu plus près, ce qu'on va faire tout de suite. Et donc vous voyez que immédiatement, ceci implique qu'à cause des divergences infrarouges des modes de fluctuation orientationnelle, c'est-à-dire des modes de Goldstone correspondant à la brisure de symétrie spécifiquement à 2D, eh bien, il n'y a pas d'ordre magnétique possible à température finie, ce qui est, sur cet exemple précis, la traduction du théorème de Mermin-Wagner. Donc ceci vous dit immédiatement que quand vous résolvez cette équation pour la ligne critique, à 2 dimensions, vous trouvez quelque chose comme ça, alors qu'à 3 dimensions, vous trouvez, ou au-dessus, vous trouvez dans le plan GT une ligne de transition à température finie, hein, qui décrirait le phénomène critique au voisinage de notre ligne de transition de Néel dans le cas tridimensionnel, et puis, si G était suffisamment grand, une destruction de l'ordre magnétique dans le fondamental par les fluctuations quantiques, mais ça ne se produit pas dans le modèle de Hubbard bidimensionnel au demi-remplissage sur un réseau non frustré. Bon. Donc voilà un petit peu la physique, si vous voulez, de Mermin-Wagner et des fluctuations de grande longueur d'onde, et la manière dont ça marche, vu du point de vue du modèle sigma, la limite de grand N est très utile pour faire ressortir cette physique. Alors on peut avancer un tout petit peu et on peut demander... donc on a cette situation à 2 dimensions, on va se focaliser maintenant sur ce cas-là, et on peut se demander comment la longueur de corrélation xi va se comporter quand on baisse la température et qu'on s'approche de l'état fondamental ordonné. Alors comment est-ce que ça marche? Alors on peut toujours reprendre nos équations, notre équation qui est ici, et le truc qui est tout à fait standard dans cette analyse du modèle sigma en grand N, c'est de prendre cette équation et de lui soustraire l'équation correspondante pour le point critique. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait l'équation pour la valeur critique de G qui est donnée par ceci. On a l'équation précédente qui est maintenant l'équation à température finie. J'ai mis N0 égale 0 dans les 2 cas, puisque au point critique, N0 est nul, et à température finie, qui est cette équation N0 est nulle aussi, à 2 dimensions. Donc j'ai mis N0 égale 0 dans les 2 cas. On soustrait ces 2 équations l'une de l'autre. Et en réalité, si vous voulez, 1 sur GC moins 1 sur G, je vous rappelle que la G, donc 1 sur G, c'était proportionnel à la rigidité de spin nu, disons le paramètre nu qui intervient dans l'action. Donc 1 sur GC moins 1 sur G, ça va être en fait la rigidité de spin renormalisée qui nous dit comment la rigidité de spin s'annule quand on s'approche du point critique. Donc je soustrais ces 2 équations, et en travaillant un petit peu sur la différence entre cette somme discrète et cette intégrale, on voit facilement que il y a en fait un log xi dans la partie à droite, donc ça c'est très facile à voir, ça vient du fait que ici le mode m égale 0, hein, on a vu ça tout à l'heure, nous donne une divergence de cette intégrale en logarithme de xi, c'est la fameuse divergence infrarouge de tout à l'heure, mais maintenant elle est régularisée par xi, donc j'ai log xi, donc vous voyez que j'obtiens essentiellement quelque chose qui me dit que ρs sur t est proportionnel à log xi. Donc xi est quelque chose qui croît exponentiellement comme exponentielle de pi ρs sur t.
Alors en réalité, il y a un préfacteur ici qui est lui-même comme la vitesse des ondes de spin divisée par t. Pour obtenir ce préfacteur correctement, il faut travailler un petit peu plus, il faut vraiment évaluer ces intégrales. En fait, elles s'évaluent toutes analytiquement. Je ne vais pas vous faire ça en détail. Vous pouvez regarder le livre de Subir-Sachdeva, chapitre 11, où c'est très bien fait. Pour trouver ce préfacteur, il faut travailler un petit peu plus. En particulier, juste une petite remarque, parce que j'ai refait ces calculs la semaine dernière. Si vous estimez brutalement cette somme comme étant la contribution du mode de Matsubara m égale 0 que vous isolez plus l'intégrale, ce qui n'est pas exactement correct, eh bien, vous ne trouvez pas ce préfacteur correct. En fait, il faut vraiment évaluer ces intégrales un peu mieux pour trouver ce terme. Mais enfin, le message important, c'est qu'à 2 dimensions, la longueur de corrélation diverge exponentiellement quand on s'approche du fondamental ordonné, avec une échelle d'énergie ou de température caractéristique dans l'exponentielle qui est à un facteur 2π près, la rigidité de spin. Voilà, c'est ça le message clé. Et c'est évidemment ce comportement exponentiel, certains d'entre vous sont probablement familiers avec lui, c'est tout à fait caractéristique d'un système à sa dimension critique inférieure. En fait. C'est toujours comme ça que ça marche quand on est dans un système à sa dimension critique inférieure. Voilà, donc ça c'est le comportement de la longueur de corrélation en fonction de la température, et vous allez voir que ça joue un rôle important dans la suite, dans l'analyse de l'effet des fluctuations et de son couplage au Fermi. Alors, je reprends le diagramme de tout à l'heure. En fait, donc vous voyez que essentiellement ce que ce diagramme décrit, c'est un point critique quantique qui est la destruction de l'ordre magnétique par les fluctuations quantiques. On ne va pas s'occuper tellement de tout ça, de tout ce régime désordonné par les fluctuations quantiques dans le cours d'aujourd'hui. Ça ouvrirait un énorme chapitre qui serait toute la physique des liquides de spin. Parce que, bon, une fois qu'on a dit que l'ordre est détruit, il faut encore évidemment décrire le spectre d'excitation, savoir quel type de liquide de spin on a, etc. etc. Donc ça, c'est tout un énorme chapitre, enfin, voire sujet de plusieurs cours, séries de cours. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Nous, on va se placer ici. Et effectivement, si on fait par exemple une estimation en couplage faible de la rigidité de spin et de la vitesse des ondes de spin, on voit, je vous réfère pour ça aux articles de Schulz et Dupuis et Boreshsa, on voit que le modèle de Hubbard est toujours ici, dans le régime où U plus petit que T, plutôt là, dans le régime où U plus grand que T, plutôt là. Et en fait, ça, c'est un calcul que vous pouvez trouver dans ces articles de la vitesse des ondes de spin en fonction de U en utilisant des équations de champ moyen. Donc, je ne dis pas que ces résultats sont vraiment exacts à grand U, qui vous montre comment la vitesse des ondes de spin varie et comment la rigidité de spin varie en fonction de U, elle décroît en fonction de U. Et donc en particulier, il y a un maximum de la longueur de corrélation quelque part en fonction de U. Voilà, donc ça c'est la description des fluctuations de spin par le modèle sigma non linéaire. Et je voudrais maintenant confronter un petit peu cette description au résultat numérique. Donc ce que vous avez ici, c'est la longueur de corrélation pour le modèle de Hubbard bidimensionnel, calculé par différentes méthodes. Donc je me réfère toujours à cet article Thomas Schaeffer et al. Récemment paru dans PRX, où on compare toutes ces méthodes entre elles. La longueur de corrélation pour le modèle de Hubbard, T' égale 0 et U sur T égale 2. Donc dans ce régime de couplage qu'on pourrait imaginer comme étant relativement faible, mais qui doit être pensé comme un régime de couplage intermédiaire. Longueur de corrélation en fonction de 1 sur la température. Alors pourquoi on fait ça? Parce que oui, c'est log xi versus 1 sur t, puisqu'on s'attend à xi proportionnel à exponentielle de pi rho s sur t. C'est la représentation naturelle. Donc les températures les plus froides sont à droite et les plus chaudes sont à gauche. Alors vous voyez que dans le régime que j'avais appelé le régime incohérent, la soupe, le régime 1 de très haute température, on a effectivement une longueur de corrélation très très faible, qui est, disons, de l'ordre de la maille du réseau au plus petit.
Et puis quand on commence à atteindre le régime métallique, eh bien, on a un premier régime dans lequel la longueur de corrélation se met à croître. Et vous voyez ici que dans ce premier régime, qui est le régime métallique, hein, au-dessus de la température d'ouverture du pseudogap, on a une sorte de première exponentielle. Alors ça, c'est une chose qui nous a un peu surprise dans ce calcul numérique, parce qu'on n'est pas dans le régime où le modèle sigma est censé s'appliquer ici, puisqu'on n'a pas un gap de charge. On n'est pas autorisé à négliger les fluctuations de charge et à tout décrire par un modèle sigma non linéaire, juste pour l'aimantation, pour les fluctuations orientationnelles. Néanmoins, il semble qu'il y ait un premier régime exponentiel ici. Je ne suis pas sûr qu'il soit, enfin je pense qu'il n'est pas complètement, c'est pas un fait complètement compris. Et à une certaine température caractéristique, la longueur de corrélation se met à augmenter rapidement. Alors vous voyez que ça se produit à une température qui est en fait relativement bien approximée, disons, par la température de Néel dans son approximation des MFT. Donc ça nous confirme le fait que cette température de Néel dans l'approximation des MFT est une bonne estimation pour, disons, l'onset du pseudogap ou de l'ouverture du gap isolant et les fluctuations magnétiques de longue portée. Et ici, il y a un régime dans lequel la longueur de corrélation a l'air de vouloir augmenter avec une pente un peu différente. Et en fait, les méthodes numériques contrôlées, qui nous ont servi en fait de benchmark, on peut dire, dans ce travail, qui sont ces deux méthodes, le Monte-Carlo diagrammatique, dont vous a parlé Fedor il y a 2 semaines, et le bon vieux Monte-Carlo déterminantal, l'algorithme de BSS. Donc ces deux ensembles de points noirs ici donnent ces résultats-là. Et vous voyez qu'ils s'arrêtent à une température bêta de l'ordre de, on va dire quoi, de l'ordre de 16 ou 17, qui est un petit peu la limite qu'au moins nous, on a réussi à faire dans ces calculs. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas les pousser un petit peu, mais ces résultats numériques vous montrent que entrer profondément dans le régime isolant, même dans ce cas demi-rempli, sans T' et en couplage relativement faible, c'est quelque chose qui n'est pas évident avec les méthodes numériques les meilleures dont ils disposent actuellement. Pourtant, il n'y a pas de problème de signe moins ici, puisqu'on est demi-rempli. Bon, alors on peut discuter des détails, quels sont les types de limitations auxquels chacun de ces deux algorithmes se sont confrontés. Dans le cas du Monte-Carlo diagrammatique, ce sera la capacité à ressommer la série, hein, dont nous a parlé Fedor la dernière fois, par exemple. Dans le cas du Monte-Carlo déterminantal, c'est la taille du système qu'il faut atteindre, puisqu'on obtient des... Vous voyez qu'ici, on a les longueurs de corrélation qui sont très grandes, qui sont de l'ordre de 30 fois la maille du réseau. Donc clairement, il faut, pour converger vers la limite thermodynamique, des très grands systèmes. Et puis la ligne en bleu, ici, c'est une extension diagrammatique de DMFT, qui est connue sous le nom de D-gamma. Ces extensions diagrammatiques de DMFT, vous voyez qu'elles sont capables d'aller à un petit peu plus basse température que les meilleures méthodes numériques, disons benchmark, ou essentiellement contrôlées exactes. Donc on est capable d'aller un petit peu plus bas, et on voit bien ce régime exponentiel de croissance des corrélations. Mais évidemment, disons, c'est une méthode qui ne donne pas le résultat exact, qui donne une approximation, mais vous voyez que cette approximation est très bonne dans tout le régime, on peut le comparer au benchmark. Donc en fait, cette méthode-là, c'est une des méthodes un peu gagnantes de notre comparaison qu'on a faite dans cet article. Alors je reviens un petit peu sur la phase métallique ici. Vous voyez que dans cette phase métallique, on a été un peu surpris de voir un premier régime exponentiel, mais on a également été un peu surpris de voir qu'on peut avoir un régime métallique avec un comportement, je y reviendrai par la suite, par exemple du temps de vie qui augmente quand on refroidit le système, le temps de vie des quasi-particules, même lorsqu'on est dans un régime où les longueurs de corrélation magnétique sont grandes. Par exemple, 10 fois la maille du réseau, c'est à peu près le maximum où on commence à entrer dans le régime isolant. Mais jusqu'à 10 fois la maille du réseau, on a encore un régime métallique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu surpris dans ce travail. Et je vais y revenir dans la suite pour essayer d'expliquer
d'expliquer ça qualitativement. Voilà, donc je pense que là, on compare, disons, ce qu'on s'attend à trouver par les arguments généraux que je viens de présenter et les résultats numériques. Mais évidemment, cette analyse par le modèle sigma, hein, elle est strictement correcte pour décrire la physique uniquement dans ce régime 5, disons dans le régime où on ouvrirait le pseudo-gap et on pourrait se concentrer uniquement sur les fluctuations de spin. On va voir ce qu'il faut faire, on va voir comment il faut la changer dans le régime métallique dans quelques instants. Donc ça, c'est une comparaison de tous les résultats numériques de toutes ces différentes méthodes, des gamma, les fermions duaux, les bosons duaux. Dans ce régime, vous voyez qu'évidemment, la théorie de champ moyen pure, c'est-à-dire Hartree-Fock, hein, qui évidemment, pour le calcul des fonctions de corrélation, veut dire le calcul RPA, hein, comme je l'ai expliqué au cours 2 ou au cours 3, donne une surestimation de la longueur de corrélation absolument folle et une température de Néel qui est très très fausse. En réalité, l'approximation des MFT donne une longueur de corrélation qui est assez bonne, pratiquement dans l'ensemble du régime métallique. Évidemment, elle donne une divergence à la température de transition en champ moyen, si vous voulez, qui est ici. Et vous voyez que cette température de transition en champ moyen, donc la ligne bleue hein, que j'avais dans le diagramme de crossover de tout à l'heure, n'est pas une si mauvaise estimation du moment où le pseudo-gap apparaît aux antinœuds. Ce n'est pas exactement précis, mais ça donne un bon ordre de grandeur pour cette estimation. Bien, alors je reviens sur la question des calculs numériques et des self-énergies pour vous montrer un petit peu une comparaison entre les deux méthodes qu'on a utilisées comme benchmark dans cet article pour la self-énergie aux nœuds, donc à pi sur 2, pi sur 2, et aux antinœuds. Alors, cette terminologie nœud-antinœud, j'y ai déjà fait allusion dans les cours précédents, elle provient disons, c'est le jargon des cuprates, c'est parce que dans les cuprates supraconducteurs, la symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur, c'est x2 moins y2, donc il s'annule à pi sur 2, et puis il est maximum à pi 0. Donc on appelle ça les nœuds parce que c'est les nœuds du paramètre d'ordre supra, et puis les antinœuds parce qu'ils sont à l'opposé des nœuds. Mais bon, c'est une terminologie. Disons, on pourrait simplement parler de la région diagonale de la zone de Brillouin et antidiagonale. Donc ce que je vous montre ici, c'est l'évolution en fonction de la température de la self-énergie aux antinœuds et de la self-énergie aux nœuds, obtenue par les simulations de type Monte-Carlo diagrammatique et obtenue par des simulations de type Monte-Carlo déterminantal, algorithme de BSS. Et vous voyez qu'il y a un excellent accord entre ces deux méthodes. Et vous voyez aussi l'évolution de la self-énergie quand on baisse la température. Alors je vous rappelle les différents crossovers. Il y a ce régime incohérent, là en rouge, ce régime intermédiaire où les nœuds sont cohérents mais les antinœuds encore incohérents, le régime métallique où les deux sont métalliques, nœuds et antinœuds, et puis le régime où on commence à ouvrir le pseudo-gap aux nœuds, puis le régime où le pseudo-gap est complètement ouvert aux nœuds et aux antinœuds. Et vous voyez ces formes caractéristiques de la self-énergie, où là on est dans le régime incohérent, très haute température. On atteint un régime métallique où la self-énergie essentiellement commence à ressembler à celle d'un liquide de Fermi, linéaire en oméga, et puis quand on baisse encore la température, elle revient avec une forme singulière à basse fréquence. Et si vous regardez attentivement, vous voyez que ça se produit plutôt aux nœuds, aux antinœuds qu'aux nœuds. Ici, vous voyez pour cette température bleue, là, un bleu intermédiaire, vous avez une self-énergie aux antinœuds qui a déjà commencé à développer sa singularité, alors qu'ici, elle a à peine commencé. Donc il y a bien une température un petit peu différente pour les nœuds et les antinœuds. Même chose en Monte-Carlo déterminantal. Voilà, donc ça vous montre comment, avec ce résultat numérique, on voit les différents crossovers. Alors, de quoi je vais vous parler maintenant? Oui, bon, dans cet article, on s'est amusé à comparer ces températures caractéristiques d'onset avec toute une série de méthodes. Ces deux méthodes utilisées comme benchmark, différentes extensions diagrammatiques des MFT, comme méthode des gamma, dual fermion, dual boson, etc., etc. Les méthodes de cluster des MFT, et puis d'autres méthodes,
l'une dont je vais parler un tout petit peu dans la suite, qui est une méthode inspirée par la physique des fluctuations de spin, mais qui inclut d'une certaine manière les corrections de vertex, puis des méthodes de groupe de normalisation fonctionnelle. Et donc voilà, ça c'est une comparaison de ces différentes températures caractéristiques obtenues par ces différentes méthodes numériques. Alors, je vais passer sur ça. Voilà. Alors maintenant, je voudrais revenir à une quantité un tout petit peu plus physique, qui est la fonction spectrale du système à un point K donné en fonction de la fréquence. Alors on peut donner en fonction de la température. Donc en fait, même si on fait des simulations Monte-Carlo et qu'on n'a pas les résultats en fréquence réelle, on peut donner une approximation de la valeur de la fonction spectrale, si vous voulez, de la densité d'état excité à un point K donné, en faisant tout simplement une extrapolation des données Matsubara à fréquence nulle. Et donc ça, c'est la valeur de la densité d'état à un point K donné en fonction de la température, toujours à travers ces différents crossovers. Donc je pars du système incohérent, où évidemment la fonction spectrale est assez faible, et puis j'entre dans le régime métallique, et quand j'entre dans le régime métallique, eh bien, je construis progressivement de la densité d'état à basse fréquence, donc la densité d'état augmente en fonction de la température. Et puis quand je commence à atteindre le régime de pseudo-gap, ou le régime qui dans ce cas-là est aussi un régime isolant, puisqu'on est au demi-remplissage, ce poids spectral s'écroule. Ça, c'est ce qu'on obtiendrait, les points gris, c'est ce qu'on obtiendrait dans la théorie de champ moyen dynamique en incluant la phase magnétique. Donc ces points-là sont dans la phase magnétique et elles correspondent à l'ouverture d'un gap dans la phase magnétique qui conduit à un écroulement de la densité d'état. Et ça, c'est les résultats de nos deux benchmarks en Monte-Carlo diagrammatique pour les nœuds et les antinœuds. Et donc, vous voyez qu'on augmente, et puis quand on entre dans la phase pseudo-gap, on commence à décroître, mais les limites des méthodes actuelles sont à peu près ici. Donc, évidemment, quand on fait les simulations de DMFT dans la phase ordonnée, on peut aller jusqu'à température nulle si on veut. Mais voilà, c'est un petit peu ça la limite des méthodes actuelles, et en particulier pour les nœuds, vous voyez qu'on atteint à peine le bord du régime pseudo-gap. Corrélativement, ici, vous avez le temps de vie, enfin le scattering rate, enfin le temps de diffusion, donc la partie imaginaire de la self-énergie à la première fréquence de Matsubara, en fonction de la température. Et vous voyez que vous partez du régime incohérent, vous entrez dans le régime métallique, et cette quantité décroît en fonction de la température. Donc c'est bien le signe de quasi-particules qui ont une durée de vie de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on rentre dans le régime métallique. Et puis quand on atteint le régime pseudo-gapé isolant, eh bien, cette quantité se met à croître, ce qui signale l'effondrement de la densité d'état au niveau de Fermi par augmentation de cette partie imaginaire de sigma. On voit très bien les différents régimes ici. Et la chose qui est un peu surprenante, et sur laquelle je vais revenir dans la suite, c'est qu'on a dans tout ce régime 3 des quasi-particules dont la durée de vie augmente de plus en plus quand on descend en température, et néanmoins une longueur de corrélation qui augmente rapidement, qui par ici peut atteindre 10 fois la maille du réseau. Donc de bonnes quasi-particules métalliques coexistent avec des corrélations magnétiques d'assez longue portée. Bien, alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est avancer un petit peu dans la compréhension analytique de ces résultats. Donc ce que je vous ai montré, c'est que d'une part, donc on va d'abord se concentrer sur le régime basse température, le régime de pseudo-gap, c'est-à-dire vraiment ce régime-là. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un écroulement du poids spectral, on a la formation d'un pseudo-gap dans la fonction spectrale, qui est signalée par l'effondrement de ce poids spectral. Et ce que je vous ai également montré d'un point de vue analytique, et aussi dans une certaine mesure d'un point de vue numérique, c'est qu'il y avait une longueur de corrélation magnétique qui explosait exponentiellement. Et maintenant, je voudrais connecter ces deux choses. Je voudrais comprendre comment l'explosion exponentielle de cette longueur de corrélation conduit à la formation de ce pseudo-gap dans la fonction spectrale ou dans n'importe quelle quantité physique. Alors évidemment, en première approximation, vous pouvez penser à ce pseudo-gap comme tout simplement
l'échelle caractéristique, enfin, le fait que si vous résolvez le problème en champ moyen, vous avez un gap dans le spectre d'excitation. Mais ça, c'est une image très naïve de champ moyen, et toute la question, c'est de comprendre comment les fluctuations thermiques qui détruisent l'ordre magnétique vont néanmoins laisser dans le système la trace de ce qui était un gap en champ moyen, qui est maintenant un pseudo-gap quand on tient compte des fluctuations. Donc c'est tout l'objet de ce que je vais faire maintenant. Alors je m'inspire en fait, pour faire ça, d'une série d'articles remarquables qui ont été publiés vers le milieu des années 90. Donc voilà les références, par Wilk et André-Marie Tremblay. Et en particulier, je vous conseille la lecture de cet article, Journal de physique, un très long article, très détaillé, et qui vraiment établit la théorie du pseudo-gap en couplage faible dans le modèle de Hubbard. Donc l'approche qui était proposée dans cet article est basée sur une méthode d'approximation qu'ils ont appelée Two-Particle Self-Consistent Approximation. Mais en fait, qualitativement, elle est d'une portée plus générale que le cadre de cette approximation-là. Bon, je vous l'écris quand même rapidement, comme ça, très rapidement, l'idée générale de cette approximation. L'idée générale de cette approximation, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les équations de Hedin, qui expriment de manière exacte la self-énergie du problème en fonction de la fonction de corrélation qui s'appelle ici W, entre des modes de fluctuation, par exemple de spin et de charge, qu'on utilise pour découpler l'interaction. On peut montrer, donc Hedin 1965, qu'on peut réécrire la self-énergie exacte comme le produit de convolution de la fonction de Green complète, la fonction de corrélation de ces fluctuations et un vertex. C'est-à-dire que diagrammatiquement, c'est quelque chose qui s'écrit comme ça. Donc on découple l'interaction, par exemple U, qu'on peut écrire n up moins n down au carré. On va par exemple la découpler, je fais ça très, très schématiquement, en moins phi carré sur U plus phi fois le spin, chose comme ça. Hein. Oubliez les facteurs ici, tous les facteurs sont faux, hein, c'est juste pour vous donner l'idée générale. W, c'est quelque chose comme phi phi. Et l'équation de Hedin, c'est quelque chose qui me dit que sigma, c'est donc ce diagramme, où ça, c'est le G complet, ça, c'est le W complet, je vais l'écrire comme ça, le propagateur du mode collectif, et puis ça, c'est un vertex renormalisé qu'on appelle lambda, qui est donc la renormalisation du vertex dans lequel il y a 2 électrons et un mode collectif. Donc ça, c'est une équation exacte. Et l'idée de l'approximation TPSC, c'est de dire qu'on peut approcher ce vertex lambda comme étant une constante, mais une constante lambda qui est différente dans le canal de spin et de charge. Donc ça conduit à la notion qu'il y a en fait un U effectif qui est racine de U lambda, si vous voulez. Un U effectif pour le canal de spin et un U effectif pour le canal de charge. Et on approxime dans cette approche la self-énergie par l'ordre le plus bas, dans lequel on se concentre sur ce diagramme ici. Ça, ce serait G0, la fonction de Green non renormalisée, le propagateur des fluctuations de spin et de charge, et ce paramètre de couplage renormalisé. Donc, ça, c'est, disons, très très rapidement l'idée générale de l'approche TPSC, mais le point qui va me servir dans la suite, ce n'est pas le cadre strict de cette approche, c'est simplement de vous montrer que si j'évalue ce diagramme, qui couple le mode collectif de spin aux électrons, donc qui est aussi un diagramme qu'on trouverait dans la théorie des fluctuations de spin à la Morilla, hein, quelque chose d'assez classique, eh bien, je peux comprendre la physique de ce pseudo-gap en couplage faible comme étant lié aux fluctuations thermiques et à la croissance exponentielle de cette longueur de corrélation. Et ça, c'est vraiment Wilk et Tremblay qui l'ont très bien expliqué dans cette série d'articles que je montrais tout à l'heure.
Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, on va évaluer ce diagramme sans les corrections de vertex, le diagramme le plus simple, qui est tout simplement G0, un propagateur d'électrons libres, donc quelque chose qui va être 1 sur I oméga n moins xi k. Donc, xi k, c'est epsilon k moins mu. Et puis, qui est la fonction de corrélation de spin, la susceptibilité de spin, qui de Q et d'oméga. Alors, je vais l'écrire en fréquence de Matsubara, I nu m. Donc, pour écrire ce diagramme un peu correctement, donc ici, on va mettre... Alors, excusez-moi, ici, ça devrait être... Il y a une petite coquille dans ce slide. Ici, c'est K plus petit q, puisque l'intégrale est sur petit q. Donc, vous voyez que de la manière dont je l'ai écrit ici, Q va comme ça. Ici, j'ai K. Q et I nu m. Ici, j'ai K et I oméga n. Et puis ici, j'ai K plus Q et I oméga n plus I nu m. Et donc, ce diagramme, c'est la somme sur la fréquence interne, qui est une fréquence bosonique, qui est dans le propagateur des fluctuations de spin, l'intégrale sur Q, qui est le moment interne à ce diagramme, le propagateur des électrons, 1 sur I oméga n moins I nu m. Alors, bon, j'ai orienté Q dans l'autre sens, I oméga n moins I nu m, moins xi k plus petit q. Et puis ici, je mets pour le corrélateur de spin la forme que j'avais tout à l'heure obtenue à partir du modèle sigma. Donc, qui est tout simplement la forme de champ moyen, de Ornstein-Zernicke, on appelle ça quelquefois, pour la corrélation de spin en champ moyen, tout simplement. Voilà, donc je mets ce corrélateur ici. Et alors, en particulier, comme j'ai utilisé cette forme, ça vous dit tout de suite que cette approximation ne va pas être correcte dans le régime métallique. Elle est correcte uniquement dans le régime isolant où je peux négliger, l'effet des fermions sur où les fluctuations de charge sont gapées et où la physique effective des fluctuations de spin est bien décrite par cette forme et par le modèle sigma non linéaire de tout à l'heure. Alors bon, vous regardez cette expression, en fait, cette intégrale à 2 dimensions peut être faite exactement, je vous passe les calculs, le détail des calculs, et ce que vous trouvez, c'est que la partie imaginaire de la self-énergie, donc maintenant j'ai réexprimé les choses en fréquence réelle, la partie imaginaire de la self-énergie est donnée par cette expression, et la partie réelle par cette expression ici. Et qu'est-ce que c'est oméga k? Eh bien, c'est oméga moins xi k plus q. Et là, je voudrais que vous regardiez cette expression avec attention. Regardons par exemple un point de la surface de Fermi qui correspondrait au vecteur d'emboîtement Q égale pi, qui est le vecteur où il y a un peu des fautes de frappe dans cette équation. Il faut quand même que je vous dise ça. Ici, c'est K plus petit q, et ici, c'est Q moins grand Q, le vecteur pi. Je vais quand même l'écrire correctement sur la partie droite du tableau, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. C'est 1 sur I oméga n moins I nu m moins xi k plus q, et puis 1 sur nu m carré plus C2. Et évidemment, ici, c'est Q moins grand Q au carré plus xi moins 2. Voilà. En fait, vous pouvez shifter l'intégration par grand Q. Donc à ce moment-là, ça deviendra effectivement, si vous voulez, Q tilde carré. Mais il faut que j'écrive ici xi k plus grand Q plus petit q tilde. Donc l'expression qui est là, elle est correcte, à part que j'ai oublié le plus petit q, qui est la déviation par rapport à pi. Alors, revenons donc à cette forme et regardons attentivement cette expression.
vous voyez qu'il y a des points particuliers sur la surface de Fermi. Donc la surface de Fermi, elle est définie par xi k égale 0, puisque j'ai soustrait le potentiel chimique ici. Et il y a des points particuliers où xi k plus grand q, où q est pi, est également 0. Donc ça, c'est les points qui sont les points chauds de la surface de Fermi, qui sont emboîtés par le vecteur d'onde antiferromagnétique. Donc si je fais un dessin au tableau, j'essaie de vous faire un dessin ici. Donc supposons que, ça c'est la zone de Brillouin complète, supposons que j'ai par exemple une surface de Fermi comme ça, ce serait le cas si j'avais un T' par exemple. Et ça c'est la zone de Brillouin antiferromagnétique. Voilà, c'est très bien dessiné. Vous voyez qu'ici, il y a des points dits chauds, hotspots, qui satisfont l'emboîtement xi kf égale 0 et également xi kf plus q égale 0. Donc ces points sont des points chauds pour lesquels, eh bien, dans cette expression, ceci est nul. D'accord ? Et donc directement, si xi était infini, vous auriez une divergence de la partie imaginaire de la self-énergie à basse fréquence, qui reflète toujours la divergence infrarouge de toutes ces intégrales. Hein. C'est toujours la même physique. Alors évidemment, ça c'est le cas avec T'. Dans le cas sans T', je vais juste vous dessiner le quart de la zone de Brillouin. Maintenant, ça serait 0, 0 et ça serait pi. Dans le cas sans T' et demi-rempli, eh bien, tous les points sont chauds, hein, puisque toute cette surface de Fermi est exactement emboîtée. Donc tous les points sont chauds. Donc le phénomène dont je parle dans le cas demi-rempli, il se passe partout, alors que dans le cas où il y aurait un T', il se passe aux hotspots. Alors regardez cette expression. Donc vous voyez que cette expression, eh bien, elle correspond à une partie imaginaire de sigma. Il y a une échelle caractéristique qui est VF sur xi, une échelle caractéristique d'énergie, où xi est la longueur de corrélation. Donc longueur de corrélation qui croît très vite exponentiellement à basse température. Donc cette échelle devient très petite à basse température. Et donc il y a un régime où oméga est plus grand que cette échelle d'énergie et où la partie imaginaire de sigma diverge comme 1 sur oméga. Et puis à très très basse fréquence, plus petite que oméga c, où oméga c vaut VF sur xi, eh bien cette divergence est coupée et on obtient une partie imaginaire de sigma qui est de l'ordre de T sur oméga c. T sur oméga c, c'est T xi sur VF. Donc, la morale de cette affaire, c'est qu'à basse fréquence, la partie imaginaire de sigma devient extrêmement grande, essentiellement divergente, disons, d'ordre T xi sur VF. Et quand cette quantité T xi sur VF est plus grande que 1, eh bien, on a un pseudo-gap qui se développe dans la fonction spectrale. Voilà, donc on a une self-énergie très singulière, et ça correspond, si je reviens au résultat numérique dont je parlais tout à l'heure, c'est pas mal de slides avant, j'ai essayé de les retrouver, bon, c'est pas si pire que ça correspond à ce downturn ici de la self. Alors, ceci nous dit quoi? Ceci nous dit qu'il y a un critère pour l'ouverture du pseudo-gap, qui est que le pseudo-gap s'ouvre quand la longueur de corrélation devient plus grande que VF sur T. Et VF sur T, c'est tout simplement la longueur d'onde thermique de De Broglie des électrons. Donc, quand la longueur de corrélation magnétique devient plus grande que la longueur de De Broglie thermique, eh bien, le pseudo-gap s'ouvre. Et donc, ça, c'est le critère pour l'ouverture du pseudo-gap en couplage faible, que j'appelle le critère de Wilk et Tremblay, suite aux articles que je mentionnais tout à l'heure.
Ça nous dit donc à 2 dimensions, la partie imaginaire de sigma est d'ordre xi sur lambda t, donc très très grande. C'est ça qui crée le pseudogap, puisqu'un grand im sigma, ça tue la fonction spectrale à basse fréquence. Alors on peut aller même un tout petit peu plus loin. On peut utiliser la forme de la partie réelle qui provient de cette expression, qui est donnée ici, et regarder explicitement l'expression. Enfin, on peut résoudre simplement l'équation de dispersion des quasi-particules, donc oméga moins réel de sigma égale 0. Et quand vous faites ça, vous trouvez que cette équation a 2 solutions, qui sont tout simplement les 2 quasi-particules de Bogoliubov, si vous voulez, qu'on trouverait en champ moyen de part et d'autre du gap. Et effectivement, tout ça est tout à fait cohérent parce que vous trouvez que oméga, en résolvant cette équation, et en utilisant la forme qui est ici, vous trouvez que comme la longueur de corrélation diverge exponentiellement comme exponentielle de 2π ρs sur t, eh bien, cette équation vous donne oméga de l'ordre de racine de ρs. Et effectivement, racine de ρs, c'est quelque chose qui varie comme le paramètre d'ordre de la théorie de champ moyen. Donc ça établit, si vous voulez, la connexion entre l'échelle d'énergie du pseudo-gap, qui est un effet de fluctuation thermique à température finie, et asymptotiquement ce qui va se passer quand on va atteindre l'état ordonné à température nulle. Donc tout est bien cohérent. Vous pouvez utiliser ces expressions pour calculer la fonction spectrale, et vous trouvez la fonction spectrale en rouge ici, qui est un pseudo-gap. Ce pseudo-gap, vous pouvez y penser comme le gap de champ moyen rempli par les fluctuations thermiques. Et c'est un phénomène qui est typiquement bidimensionnel. En fait, si vous regardez le cas tridimensionnel, puisqu'on n'a pas enfin, si on était plus que 3 dimensions, il n'y a plus du tout de divergence infrarouge, et donc à ce moment-là, il n'y a plus du tout de pseudo-gap. En 3 dimensions, on est dans un cas un peu marginal où on trouve que la partie imaginaire de sigma au hotspot est logarithmique en xi. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose qui va uniquement être grand très très près de la température donnée. Donc le fait qu'il y ait un domaine de fluctuation étendu dans lequel il y a un pseudo-gap est un phénomène qui est fondamentalement bidimensionnel et lié à ce comportement particulier des fluctuations en 2 dimensions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On est parti des hautes températures, enfin des hautes températures, disons, de l'onset du pseudo-gap, et on a utilisé ce couplage aux fluctuations de spin pour comprendre comment le pseudo-gap se creusait dans la fonction spectrale. On peut au contraire prendre une approche différente. On peut partir de l'état fondamental ordonné à température nulle, donc une description, disons, de champ moyen de l'état fondamental ordonné, et puis inclure les fluctuations thermiques sur cet état fondamental ordonné. Et ça, c'est quelque chose que je ne vais pas faire, mais qui donne des résultats équivalents, qui est fait dans ces articles de Boris Dupuis que j'ai cités précédemment. Bien, donc voilà, ça conclut, je pense, l'analyse du pseudo-gap dans le régime isolant en couplage faible. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le régime métallique, donc au-dessus de l'ouverture du pseudo-gap. Avant de faire ça, je veux quand même vous montrer une comparaison entre ce type de calcul analytique très simple et assez naïf au fond, et les résultats numériques. Donc ça, c'est la partie imaginaire de la self-énergie en fonction de la fréquence de Matsubara, calculée de différentes manières. Alors vous pouvez prendre la courbe rouge comme étant essentiellement le résultat correct. C'est l'approximation des gamma, mais qui est très bonne dans ce régime. Donc vous voyez comment on a une self-énergie qui commence à cette température à montrer ce comportement singulier à basse fréquence qui ouvre le pseudo-gap. Et ici, vous avez une comparaison entre ce résultat et différents degrés d'approximation. Donc ça, ce serait le diagramme le plus simple, celui que j'ai calculé là,
où on prend tout simplement une forme de Ornstein-Zernicke, donc on prend cette forme ici, et puis le propagateur libre. Donc c'est vraiment le calcul que je viens de faire. Alors vous voyez que qualitativement, ça marche un peu, c'est-à-dire qu'on voit bien cette divergence basse fréquence dans les deux résultats, mais c'est quand même très très faux. Hein. Donc vous voyez que quantitativement, cette approximation est très mauvaise. Alors ça marche un petit peu mieux quand en fait on calcule ce diagramme avec le vrai qui calculé par la méthode des gamma et qu'on calcule ce diagramme-là avec le propagateur libre. Donc c'est ce résultat qui est ici. Bon, ça marche un petit peu mieux, mais c'est quand même pas parfait. Donc ce que vous voyez ici, c'est que cette approximation par le diagramme de l'ordre le plus bas des fluctuations de spin n'est quand même pas quantitativement très, très bon, mais il retient l'essentiel de la physique qualitative sur la formation du pseudo-gap. Je vais revenir un petit peu plus tard à ce qu'il faut faire pour rendre cet accord plus quantitatif. Bon, alors, il ne me reste évidemment pas suffisamment de temps, mais maintenant je vais vous parler un petit peu de régime métallique. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein, juste pour vous remettre un petit peu les choses dans le contexte, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est une théorie de ce qui se passe ici. C'est-à-dire quand on peut décrire les fluctuations de spin par le modèle sigma non linéaire, donc par une forme toute simple de Ornstein-Zernicke, et on les couple aux électrons, et on trouve ce critère de Wilke-Tremblay pour l'ouverture du pseudo-gap. On comprend que le pseudo-gap est un phénomène de fluctuation à deux dimensions, etc. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est comprendre ce qu'il faut faire pour comprendre ce régime. Donc le régime où on a des quasi-particules métalliques, on a un comportement métallique du système, mais on peut quand même avoir une grande longueur de corrélation. Et donc comment tout ça, ça marche. C'est ça que je voudrais faire maintenant. Mais peut-être, je vais d'abord vous demander s'il y a des questions sur tout ça. Non, pas de questions. Ah, Marcello, tu vas dire. Il faut que tu parles plus fort parce qu'avec le masque, ça va être compliqué. Pour les non-linéaires sigma model. Oui. Donc je dois comprendre de ces résultats que tu m'as montrés que ce n'est pas suffisant en effet pour expliquer même les régimes à bas couplage parce qu'il y avait deux comportements différents de la longueur de corrélation. Ah, oui, oui, oui. Donc c'est justement ce que je vais faire maintenant. Donc il y a deux aspects dans ta question. Il y a, la question de savoir si c'est une bonne approximation quantitative dans le régime où il est censé s'appliquer, c'est-à-dire à basse température dans le régime pseudo-gap. Donc la réponse à ça, c'est que c'est qualitativement correct, mais ce n'est pas une bonne approximation quantitative de juste retenir ce diagramme d'ordre le plus bas. Et ce que je vais te montrer à la fin, c'est que si je retiens ce diagramme d'ordre le plus bas, mais que je corrige la partie locale par DMFT, c'est-à-dire je prends le calcul DMFT single site pour la partie locale, je trouve une excellente approximation. Donc ça, c'est une première remarque. Et puis il y a une deuxième partie dans ta question, c'est est-ce que je peux faire ça dans le régime métallique? Je crois que c'est ça. Et la réponse c'est non. Le modèle sigma, tel que je l'ai écrit, n'est pas du tout suffisant. C'est ça dont je vais parler maintenant. Voilà. Henri. Une petite question expérimentale. Oui. Est-ce qu'il y a la moindre chance que ce genre de choses soit observé oui. sur des systèmes, bon, sur une monocouche peut-être, mais dans des systèmes qui sont eux 3D? Non, non, mais je crois que la physique dont je parle là, et j'ai des slides là-dessus à la fin, est pertinente pour les cuprates dopés en électrons. Parce que les cuprates dopés en électrons sont en couplage beaucoup plus faible. Ils ont une phase magnétique. J'y arriverai peut-être à la fin du cours. Non, non, du premier. C'était ça l'ambition, mais bon, je ne sais pas si elle est démesurée ou pas. Alors, donc pour continuer en liaison directe avec la question de Marcello, je vais maintenant vous parler de qu'est-ce qui manque à cette description de fluctuation de spin pour décrire aussi la phase métallique. Alors, ce qui manque, eh bien, c'est ce qui est écrit là, c'est-à-dire le terme de Landau damping. Donc, qu'est-ce que c'est que le Landau damping? Eh bien, c'est le fait que si je suis dans un régime où il n'y a pas de gap de charge, donc si je suis au-dessus de cette température où le système devient essentiellement isolant et où les fluctuations de charge sont gelées,
il y a évidemment un couplage entre les fluctuations magnétiques et les électrons. Et ce couplage introduit un terme dans la susceptibilité magnétique qui va au-delà de la forme de Ornstein-Zernike que j'avais tout à l'heure, et qui est un terme qui va conduire à une partie dissipative de la susceptibilité qui, comme on le sait, dans un métal, est linéaire en oméga. Donc c'est ce qu'on appelle l'amortissement de Landau. Et maintenant, je vais donc utiliser une forme, disons, phénoménologique de cette susceptibilité, qui n'est pas juste le terme qui est ici, mais qui contient en plus un terme linéaire en oméga, et si je passe en fréquence réelle, ça me donne ceci. Donc ça introduit une constante supplémentaire qui est gamma, qui est caractéristique de cet amortissement de Landau, et donc une partie dissipative de la susceptibilité. Et donc vous voyez que tout à l'heure, j'avais une échelle d'énergie qui était VF sur Xi, que j'avais appelée oméga C, et ceci, en fait, introduit une deuxième échelle d'énergie que vous obtenez en comparant l'importance relative de ces deux termes ici. Vous voyez que si je compare oméga sur gamma et Xi moins 2, qui sont les deux termes qui... alors, je ne sais pas pourquoi... oui, non, c'est ça. Qui sont les deux termes ici, eh bien, ça m'introduit une échelle caractéristique qui est gamma Xi-2, que je peux appeler échelle caractéristique des fréquences des fluctuations de spin. Et en fait, il faut maintenant comparer la température à ces deux échelles d'énergie. Alors ça, c'est ce qui est fait dans ce transparent qui est là. Vous voyez que ce qu'on a fait ici, c'est qu'on regarde, on compare la longueur de corrélation, non pas seulement à la longueur thermique de De Broglie. Donc ça, c'était le critère de Wilk et Tremblay. Quand la longueur de corrélation devient plus grande que VF sur T, le pseudo-gap s'ouvre. Mais on la compare aussi, si vous voulez, à l'échelle caractéristique de longueur qui est liée à l'amortissement de Landau, qui est racine de gamma sur T. Et donc, en fait, ça définit essentiellement deux régimes, et même en fait trois régimes. Donc, il y a toujours un sur la température. Donc, ici, on est le plus froid, ici, on est le plus chaud. Il y a un régime où la longueur de corrélation est plus grande que VF sur T. Je viens d'en parler, c'est le régime de pseudo-gap essentiellement isolant. Mais il y a un régime de plus haute température où la longueur de corrélation est plus petite que racine de gamma sur T, où gamma est l'amortissement de Landau. Et ça, c'est précisément le régime métallique. Et puis, il y aurait un régime intermédiaire où Xi est plus grand que racine de gamma sur T, mais plus petit que VF sur T, qui est une sorte de régime intermédiaire. Si vous regardez la partie imaginaire de sigma en fonction de la température, c'est les résultats numériques de tout à l'heure, eh bien, vous voyez que on passe du régime incohérent au régime métallique exactement quand on passe ce critère. Donc, c'est bien la bonne comparaison pour déterminer quand est-ce qu'on a le régime métallique. On entre dans le régime pseudo-gap quand on passe ce critère. Et puis, il y a un régime intermédiaire qui est ce régime ici où le scattering rate est minimum, et qui est en fait très étroit en température, entre, vous voyez, 0,1 et 0,07, quelque chose comme ça, à peu près ici, qui correspond à ce minimum du scattering rate, mais qui est un petit régime intermédiaire, là, qui est un peu dilaté parce qu'on plotte les choses en 1 sur T. Bon, alors maintenant, on va refaire le calcul qui est là, mais en introduisant le terme de Landau damping. C'est ça le jeu. Donc on refait le même calcul. Et la chose qui est absolument cruciale, ah oui, j'avais oublié de mentionner ça, c'est que dans le calcul de tout à l'heure, dans le régime isolant, donc le calcul que j'ai présenté ici, en réalité, toute la physique vient du mode de fréquence de Matsubara nulle, donc de fréquence bosonique nulle. Donc ça, c'est la raison de ça, c'est que tout est dominé par la divergence infrarouge qui est ici, qui se produit quand nu égale 0. Donc en fait, toutes les estimations qui sont là, on peut, c'est le cas des expressions qui sont là, on peut tout simplement se confiner à ce mode bosonique nul. Si on veut avoir l'air savant, on peut dire que dans le régime classique renormalisé près d'un point critique quantique, c'est le mode de fréquence bosonique nulle qui domine la physique.
En revanche, dans le régime métallique, c'est complètement différent. Dans le régime métallique, il est absolument crucial de faire complètement la convolution sur les fréquences d'échange bosoniques qui circulent dans ce diagramme. Alors, ça, c'est très facile à comprendre si, au lieu de raisonner en fréquence, on raisonne en temps. Comment ça marche en temps, la physique d'un liquide de Fermi? Il y a essentiellement ce diagramme, vous voyez, qui est une convolution en fréquence, c'est un produit en temps. Donc, c'est le produit de la fonction de Green en temps par la fonction de corrélation de spin en temps. Dans un liquide de Fermi, ou pour des fermions libres, disons, G de T décroît comme 1 sur T, qui, vous pouvez y penser comme un produit de 2G, donc ça décroît comme 1 sur T2. Donc ça vous dit que ce diagramme, il décroît comme 1 sur T cube. Et si vous prenez la transformée de Fourier de 1 sur T cube, ça vous dit que la partie imaginaire de sigma, qui est ce qu'on a évalué ici, se comporte comme oméga 2. Donc ça, c'est la fameuse loi en oméga 2 ou T2 du liquide de Fermi. C'est très facile de l'obtenir par un argument hand-waving à partir d'un raisonnement en temps. Mais ceci vous dit aussi, puisque vous faites ici le produit en temps, que si vous regardez le problème en fréquence, il est très important de faire toute la convolution sur les fréquences, sinon vous n'allez jamais obtenir ça correctement. Voilà, donc il faut faire le calcul correct en fréquence et évaluer ce diagramme avec en plus le terme d'amortissement de Landau. Donc je vous passe les détails. Et aux coquilles près, qu'il peut y avoir dans ce transparent, ce que vous obtenez quand vous faites ça, c'est cette expression. Ceci vient d'une somme d'un facteur de Bose et d'un facteur de Fermi qui résulte du calcul de la somme sur les fréquences dans ce diagramme. Et puis ici, vous avez quelque chose qui fait intervenir la partie imaginaire de la susceptibilité magnétique. Et dans les deux transparents qui suivent, j'analyse un petit peu plus en détail cette forme analytique. Alors, on peut déjà regarder ce qui se passe à fréquence nulle sur la surface de Fermi. Donc, en fréquence nulle sur la surface de Fermi, ce qui se passe, c'est que, comme on est à fréquence nulle, cette expression un peu compliquée devient simplement 1 sur un sinus hyperbolique. Ce 1 sur un sinus hyperbolique, c'est une fonction qui est très très piquée et qui privilégie les fréquences d'ordre kT. Et donc, il est bien recommandé de poser dans cette intégrale epsilon égale xt, ça fait sortir un t devant. Et puis ici, vous avez une intégrale qui fait intervenir la partie dissipative de la susceptibilité. Comme je l'ai, à cause de l'amortissement de Landau, cette partie dissipative est linéaire en oméga, oméga sur une certaine constante qui va dépendre de Q d'une certaine manière. Donc c'est la même chose, ce oméga, c'est la même chose que de dire que la susceptibilité spin-speed décroît comme 1 sur T2, en temps, que j'avais utilisé tout à l'heure. Et donc vous voyez que ici, je vais finalement obtenir que la partie imaginaire de sigma étant T2 fois la valeur moyenne de cette constante d'amortissement 1 sur gamma, la valeur moyenne sur les vecteurs Q. Voilà, donc qui est définie ici. Donc ça, c'est la loi d'un liquide de Fermi, partie imaginaire de la self-énergie en T2. Alors, il faut faire un tout petit peu attention parce qu'en fait, le calcul qui est ici serait vrai loin des hotspots. Parce que quand il y a du nesting dans le problème, en fait, cette estimation en T2 n'est plus exactement correcte. Mais disons, c'est le cas générique, qui essentiellement est la physique d'un liquide de Fermi. En fait, on peut un peu raffiner ce calcul, on peut garder la fréquence finie dans cette intégrale, et on peut complètement calculer cette intégrale. Alors ça, c'est un truc assez magnifique. On peut complètement calculer cette intégrale et montrer comme ça que la partie imaginaire de sigma, de k et de oméga, eh bien, c'est 1 sur cette constante qui vient du chi, et puis oméga 2 plus pi t carré, plus pi t au carré. C'est vraiment l'expression exacte qui résulte du calcul de cette intégrale, cette formule magique ici, et voilà, qui est la chose qui relie la dépendance en fréquence et la dépendance en température dans un liquide de Fermi par un facteur pi carré qui a fait couler pas mal d'encre récemment dans le contexte des spectroscopies optiques. Bref, je vous encourage à vérifier cette expression. Voilà, donc ça c'est la physique du liquide de Fermi.
Et donc, vous voyez comment, ça répond à la question de tout à l'heure, comment il est crucial d'aller au-delà de la description des fluctuations de spin qui est là pour trouver correctement la physique du liquide du régime métallique. Mais ce calcul permet aussi d'éclairer un peu mieux l'observation faite tout à l'heure, qui est qu'on peut garder un comportement métallique même dans un régime où la longueur de corrélation croît relativement vite quand on décroît la température. Donc je vous rappelle ça ici. On avait ici une longueur de corrélation qui, dans le régime métallique, passait de, disons, 2 mailles du réseau à 10 mailles du réseau, et néanmoins une partie imaginaire de sigma qui décroît avec la température. Donc des quasi-particules qui deviennent plus cohérentes quand on baisse la température. Donc comment c'est possible? Ben, si vous prenez l'expression qui est là, sur cette expression-là, vous pouvez estimer la manière dont ce préfacteur dépend de la longueur de corrélation. Donc si je reviens à ma forme de partie imaginaire de Q ici, donc vous voyez que de qui ici, elle était caractérisée par l'amortissement de Landau gamma, la longueur de corrélation xi, puis une amplitude A. Si vous mettez cette expression dans l'intégrale que je viens d'écrire et que vous faites les intégrales, vous trouvez que le préfacteur varie comme A xi cube sur gamma. Et donc il y a deux choses qui se font un peu la guerre ici. Il y a xi qui augmente, et puis il y a la manière dont cette amplitude A et l'amortissement de Landau dépendent de la température. Et ça, c'est les résultats numériques, toujours tirés de cet article dont je parlais tout à l'heure, pour ce préfacteur A, cette longueur de corrélation et l'amortissement de Landau en fonction de T. Donc vous voyez ici la longueur de corrélation qui augmente et puis qui finit par diverger exponentiellement dans le régime pseudo-gap. Mais simultanément, le préfacteur A il s'écroule en fonction de la température et l'amortissement de Landau augmente. Donc en fait, il y a un régime où A sur gamma décroît suffisamment vite avec la température pour combattre ce xi cube et permettre quand même à cette combinaison de décroître en fonction de T, bien que xi varie assez vite et augmente en fonction de la température. Et en fait, la décroissance de ce A peut être comprise en utilisant des règles de somme pour qui. Voilà, donc c'est comme ça que les choses marchent dans ce régime basse température. C'est l'amplitude des fluctuations et l'amortissement de Landau qui arrivent à surmonter la croissance à basse température de la longueur de corrélation. Et puis finalement, quand on entre dans le régime pseudo-gap, que le critère de Wilk et Tremblay commence à être satisfait, eh bien xi domine tout et la métallicité du système disparaît. Voilà, alors pour conclure cette analyse, j'ai déjà dépassé mon temps, mais je vais quand même aller jusqu'à 11h15 et puis on fera une pause d'un quart d'heure. Pour conclure cette analyse, je voudrais vous montrer quelques petites choses concernant la validité de ces théories de fluctuation de spin. Il y a une constatation qu'on a faite dans cet article que j'ai mentionné beaucoup dans ce cours, qui est que dans l'ensemble du régime métallique, si je regarde la composante locale de la self-énergie, donc la somme sur K de la self-énergie, eh bien en fait l'approximation single-side DMFT est extrêmement bonne. Alors ça, c'est quand même une chose qui est assez étonnante parce qu'on est dans un système où la longueur de corrélation magnétique peut atteindre 10 mailles du réseau, donc avec des corrélations très non locales qui se développent dans le système. Et néanmoins, l'approximation des MFT pour la composante locale de la self est très bonne. Ça ne serait pas vrai, évidemment, pour la composante de la self-énergie calculée exactement au nœud et à l'antinœud. En particulier, single-site DMFT ne verrait pas la différence entre ces deux points sur la surface de Fermi. Mais pour la composante locale, c'est très bon. Alors, quelle est l'explication de ça? Bien, l'explication de ça, c'est simplement que si vous reprenez, vous pouvez le comprendre sur la base tout simplement de ce diagramme d'ordre le plus bas. Si vous reprenez les expressions que j'ai données, vous voyez que la composante locale, elle est uniquement liée dans cette approximation de fluctuation de spin à la composante locale de la susceptibilité magnétique, donc à la somme sur Q de cette susceptibilité magnétique. Et donc, tant que les fluctuations à tous les Q sont relativement importantes et que le mode à Q égale pi ne domine pas tout, eh bien, ce qui va se passer dans le régime pseudo-gap, bien sûr,
eh bien, en fait, l'approximation des MFT marche assez bien parce qu'elle décrit suffisamment bien la partie locale de la fonction de réponse spin-spin. Alors, cette remarque suggère en fait une manière d'aller au-delà de DMFT en rajoutant les fluctuations de spin, qui est un petit peu plus simple et élémentaire qu'une approximation de type D gamma complète qui inclut les corrections de vertex. C'est tout simplement de dire, sur la base de cette observation, on va approcher la self-énergie comme étant la self-énergie locale de DMFT, plus, pour la partie non locale uniquement, le diagramme d'ordre de plus bas de fluctuation de spin. En fait, ça revient essentiellement à utiliser l'approximation D gamma A sans les corrections de vertex. Et quand on fait ça, on trouve un résultat à peu près parfait avec les simulations numériques dans tout le régime métallique. Comme vous le montre ces calculs ici. Donc ça, c'est dans le régime incohérent à très haute température, où les deux courbes sont indistinguables. Ici, c'est dans le régime intermédiaire métallique. Vous avez trois courbes, le benchmark Monte Carlo diagrammatique en noir, l'approximation des gamma en rouge, et puis cette approximation naïve qui inclut les fluctuations de spin au-delà de DMFT en jaune. Vous voyez qu'elles sont toutes très proches. Et puis quand on commence à entrer vraiment dans le régime pseudo-gap, ça c'est la plus basse température qu'on ait simulée, eh bien il y a effectivement une certaine différence entre les résultats, mais qualitativement ça reste relativement bon, sauf peut-être pour la dernière fréquence de Matsubara. Voilà, donc ceci en gros conclut ce que je voulais vous dire sur la physique des fluctuations de spin. Donc si vous voulez le take-home message, c'est qu'on peut complètement comprendre la physique dans ce régime par des méthodes numériques et par des méthodes essentiellement analytiques, au moins du point de vue qualitatif. Je vous ai montré des comparaisons entre ces méthodes numériques. Vous pouvez aller voir cet article pour plus de détails. Et que la physique du pseudo-gap dans ce régime, c'est la destruction du gap de champ moyen par les fluctuations thermiques qui sont très fortes à deux dimensions, ce qui conduit à ce critère de Wilk et Tremblay, que le pseudo-gap apparaît quand la longueur de corrélation magnétique est plus grande que la longueur d'onde de De Broglie. Alors très rapidement, en quelques minutes, et pour en particulier répondre à la question d'Henri Aloul, je voudrais vous dire quelques mots sur les cuprates dopées en électrons, et puis on va s'arrêter. Et effectivement... Pourquoi tu as besoin de doper? Est-ce qu'a priori, ce ne serait pas... Oui, oui, à part que... Oui, mais à demi-remplissage, comme le système est tridimensionnel, on a vraiment un ordre magnétique jusqu'à des températures très hautes. Donc en fait, ce qu'on veut comprendre, c'est le pseudo-gap du système dopé quand la température de Néel commence à s'écrouler. Donc la différence fondamentale entre les cuprates dopées aux trous et les cuprates dopées aux électrons, c'est pas tant que l'un on ajoute des électrons et l'autre on ajoute des trous, c'est qu'ils ont vraiment une structure cristalline différente. C'est ça qu'il faut comprendre. Les cuprates dopées, qu'on dit dopées en trous, donc par exemple LSCO, c'est des systèmes dans lesquels le cuivre est enfermé dans un octaèdre d'oxygène qui est ici. Donc il y a les plans cuivre-oxygène, mais il y a les oxygènes apicaux, ici, comme on dit, qui sont les deux extrémités de cet octaèdre allongé. En revanche, ici, vous voyez dans les cuprates dits dopés aux électrons, comme celui-là par exemple, où on a une terre rare, qui peut être n'importe laquelle de ces terres rares, qu'on peut mélanger avec du cérium et puis cuivre-oxygène. Eh bien, vous voyez que ces plans de cuivre sont privés de leurs oxygènes apicaux. Donc, il n'y a pas d'oxygène apicaux ici. C'est ça vraiment la différence fondamentale du point de vue de la structure cristalline de ces matériaux. Et alors le résultat de ça, pour des raisons d'écrantage électrostatique que je n'ai pas le temps de vous détailler ici, c'est qu'en fait, ces matériaux sont dans un régime de couplage plus faible que ces matériaux-là. Donc je vous renvoie à un très bel article de revue de Rick Green et coworkers sur ces cuprates dopées en électrons, et j'ai volé à Rick un certain nombre de ces slides pour finir ce cours. Voilà, donc c'est ça la différence. Alors ça se reflète dans le diagramme de phase. Donc voilà cet article de
Armitage, Fournier, Green, dont je parlais tout à l'heure, encore relativement récent. Et donc vous voyez que ça se reflète dans une asymétrie très flagrante du diagramme de phase des cuprates, qui pour une fois n'est pas coutume, est représenté par dopage en trou à gauche et dopage en électron à droite, ce qui est finalement assez logique. On peut dire que c'est la concentration d'électrons qui augmente. Et donc vous voyez que les choses sont très différentes. En particulier, le point important, c'est que la phase antiferromagnétique persiste jusqu'à des dopages beaucoup, beaucoup plus élevés, hein, de l'ordre de 15%, dans le cas des cuprates dopés en électrons. Et ça, c'est le T-star qui signale l'apparition du pseudo-gap dans ces matériaux dopés en électrons. Et vous voyez que ce T-star, clairement, il a l'air de suivre la température d'ordre magnétique et il s'annule, enfin il s'écroule un petit peu au-delà. Donc il y a probablement un régime intermédiaire ici où on n'a pas d'ordre magnétique à longue portée, on a quand même un pseudo-gap. Mais en fait, dans l'essentiel du diagramme de phase, le pseudo-gap est un phénomène qui est associé à un précurseur des corrélations antiferromagnétiques du côté dopé en électrons, alors que ici, c'est beaucoup moins évident, puisque la température de Néel s'écroule beaucoup plus vite que T-star. En réalité, comme je vais vous le montrer après la pause, on est quand même, enfin, je suis personnellement en tout cas assez convaincu que la physique du T-star est liée aussi aux corrélations antiferromagnétiques de courte portée. Mais ici, on peut penser que les corrélations antiferromagnétiques de beaucoup plus longue portée sont importantes. Alors effectivement, il y a des évidences pour ça. Et la première de ces évidences, c'est que finalement, l'image qu'on obtiendrait de la reconstruction de la surface de Fermi qui est dessinée ici, c'est-à-dire la formation de points chauds où les quasi-particules sont détruites à cause de l'intersection de la surface de Fermi avec la zone de brûlement antiferromagnétique, eh bien, c'est quelque chose qui est relativement bien observé dans les cuprates dopés en électrons. Donc, vous le voyez ici, ça c'est pour 3 dopages. En particulier ici, à 15%, vous voyez assez clairement que si je prends la zone de brûlement antiferromagnétique qui est ici, eh bien, elle intersecte la surface de Fermi ici et là. Et ça, c'est un plot en intensité de couleur des résultats de photoémission de Peter Armitage. Vous voyez qu'on observe des quasi-particules ici, ici et ici, mais qu'elles sont tuées aux hotspots. Donc cette description disons, de couplage faible du nombre de densité de spin antiferromagnétique qui est détruite par les fluctuations, enfin, l'ordre à longue portée étant détruit par les fluctuations thermiques, mais ces fluctuations couplant aux électrons, détruisant les quasi-particules au hotspot, est assez correcte pour les cuprates dopées aux électrons. Et quand je vais vers des dopages plus faibles, eh bien, ce phénomène s'accentue et on détruit complètement les quasi-particules, cette fois dans la direction nodale, hein, les cuprates dopées aux électrons. À cause de la forme de la surface de Fermi, c'est la direction nodale où se forme le pseudo-gap. Bon, voilà, ça c'est. Je vais revenir sur cette courbe dans le transparent de la fin. Alors il y a. Oups, ça c'est très embêtant. Je vais vous redonner ce slide. Voilà. Oui, alors, évidemment, tout ça doit être substantié par une mesure des corrélations magnétiques. Et ça, c'est une compilation qui est une compilation des résultats de neutrons qui vous montre la longueur de corrélation magnétique en unité de la maille du réseau en fonction de la température pour toute une série de dopages. En partant des plus bas dopages, et vous voyez que la longueur de corrélation magnétique augmente très vite quand on baisse la température, et dans ces cuprates dopées en électrons, elle atteint des valeurs qui sont très grandes. Vous voyez ici des dizaines de fois la maille du réseau. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout le cas dans les cuprates dopées en trou. À 10%, dans les cuprates dopées en trou, la longueur de corrélation magnétique est très faible. Voilà, donc c'est une physique complètement différente. Ça, c'est la même chose, mais représentée en intensité de couleur, où vous voyez, ça c'est la phase ordonnée, vous voyez comment
la longueur de corrélation croît. Et il y a un très joli article de... oups, ça ne marche plus, ça. Un très joli article de André-Marie Tremblay et coworkers, dans lesquels il montre de manière assez convaincante que cette théorie du pseudo-gap en couplage faible, ou en couplage intermédiaire, que j'ai développé tout à l'heure, explique assez bien un certain nombre de caractéristiques de la physique de l'ouverture du pseudo-gap dans ces cuprates dopés en électrons, en liaison avec l'augmentation de la longueur de corrélation magnétique. Et pour finir, je voudrais quand même signaler qu'il semblerait quand même qu'il y a un régime de dopage, ça c'est des articles très récents, du groupe, enfin relativement récents, du groupe de The Exchange il y a 3 ans, il semblerait quand même qu'il y ait un régime de dopage au voisinage du dopage optimal pour les cuprates dopées en électrons, où on ait quand même une reconstruction de la surface de Fermi sans ordre magnétique à longue portée. Donc ce régime de dopage, c'est celui-là, si vous voulez, c'est ce régime ici. Voilà, donc ça c'est peut-être encore ouvert au débat, disons, mais ça voudrait dire qu'on a quand même un régime de dopage tout à fait à droite de la température de Néel, enfin de l'endroit où l'ordre antiferrométrique disparaît, où on a une question fondamentale qui se pose, qui est similaire à celle qui se pose dans les cuprates de paix en trou, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir une reconstruction de la surface de Fermi sans ordre magnétique à longue portée du tout. Voilà. Mais pour l'essentiel du diagramme de phase, je pense que la physique à plus bas dopage est bien comprise au moins sous cet aspect-là, par ces théories de couplage faible ou intermédiaire. Voilà, bon, donc ceci conclut le premier cours. J'ai conscience qu'il y avait beaucoup de choses. On va s'arrêter, disons... allez, on va quand même se donner un quart d'heure. Et on va reprendre donc à... qu'est-ce qu'on dit ? -20. Voilà.